12. Gaieté. Souvenir 1. Vendredi 27 juin 1969. Moulin d'Andé, 10h du matin. Il y a un café au coin de l'avenue du Maine et de la rue Vercingétorix, c'est-à-dire tout au bout de la rue de la Gaîté. En 56-57, on pouvait manger au comptoir une saucisse frite qui n'était vraiment pas chère, peut-être même moins chère qu'à la Petite Source. J'y venais assez souvent et je faisais ensuite des tilts. Jacques Lederer habitait alors avenue du Maine, au coin de la rue Raymond-Losserand. En suivant l'avenue du Maine jusqu'au bout, j'arrivais à Alésia, carrefour privilégié à l'époque, puisque conduisant par la rue d'Alésia à la Tombissoire et à la villa Seurat. Je suis passé récemment 2 fois à la Gaîté, ayant rendez-vous avec Jeanne Forêt à Montparnasse. Je suis descendu à Edgar Quinet, quelques jours avant ou après. Je suis passé en voiture avenue du Maine, en allant avec Marcel et Isabelle visiter non loin de la rue Didot un appartement occupé par le frère d'Isabelle, que j'espérais alors occuper en septembre. Les 2 fois, j'ai été sensible au fait de passer non loin de la rue de la Gaîté, dans la mesure où ce mois de juin lui était consacré. Dans la mesure où il existe une relation forte entre Gaîté et Alésia, comme entre d'Enfer et Alésia, relation établie par un itinéraire fréquemment emprunté, je puis rattacher à la Gaîté les espoirs entrevus puis déçus d'habiter prochainement à Alésia, ou bien chez le frère d'Isabelle, ou bien dans l'appartement que Sylvie Veil va bientôt quitter, mais dont je sais déjà par Catherine Bousquet, ici présente, qu'il y a très peu de chances que je l'occupe. Je pourrais en déduire que le choix de Gaîté comme lieu est un substitut d'Alésia, lui-même symbole de la Tombissoire, c'est-à-dire de la villa Seurat. Il est significatif que je n'ai pas choisi la villa Seurat, qui fut pourtant à Paris le seul et le lieu le plus exploré. Je connais chaque café de ce quartier et chaque tilt de chaque café. Il y a 3 cinémas dans la rue de la Gaîté. Celui du début passait généralement des mauvais films et j'y suis peu allé. Celui du bout passait des westerns, mais puait terriblement. Les parents de Lederer y allaient souvent. Lederer aussi à l'époque. Et moi et tout. Je préférais le cinéma du milieu, au fond d'une petite impasse, près du théâtre, côté gauche en allant vers Maine, où je suis retourné une fois l'année dernière, je crois avec Paulette, sans doute pour voir un Sturgis. Il y avait un restaurant qui s'appelait les 1000 Colonnes et dont j'ai cru pendant très longtemps qu'il s'appelait les 1000 Colonies. Jacques y est allé une fois et m'a même dit qu'on y mangeait pas mal, mais moi non. Par contre, je suis allée une fois manger des huîtres aux îles Marquises. À l'époque, nous faisions une consommation colossale d'huîtres, Jacques, Philippe et moi. Et plusieurs fois chez un glacier sinistre, mais dont les glaces genre banana split étaient bonnes, selon nos critères d'alors, en tout cas. L'emprunt de la rue de la Gaîté a toujours été lié à une visite chez Jacques Lederer, qu'il habite avenue du Maine, 112, ou rue Vercingétorix, 68. J'arrivais par la rue d'Odessa, ou beaucoup plus rarement par la rue de Lambre. Longtemps, je n'ai connu de l'avenue du Maine que la portion Gaîté-Losserand, ignorant la partie aval qui part quasiment de Duroc, et la partie amont, ou le contraire, qui va jusqu'à Alésia. Cette dernière partie est tout à fait sinistre d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. La première fois que j'y suis allé, c'était pour le mariage d'Huguette à la mairie du 14e. Je me souviens aussi m'y être promené un jour avec Jacques en costume de steward d'Air France, métier qu'il exerça tout à fait temporairement l'été 56 ou 55. Beaucoup plus tard, en 66, nous avons visité avec Paulette un grand appartement sur la place de la mairie du 14e. Très mal agencé, je me souviens. Je ne suis jamais allée au petit théâtre de droite,
une fois à celui de gauche. Gaieté, Montparnasse ou le contraire. Voir Planchon massacrer du Shakespeare en le pseudo-brechtant. C'est du moins l'impression que j'en gardais à l'époque. Ça devait être en 56 ou 57. Je me souviens que Paulette assistait elle aussi au spectacle. Amor venait de la quitter. Je n'ai pas réellement de souvenir de Bobino. Brassens une ou deux fois. Je ne me souviens même plus de quelle année. Serge Davry, dans un numéro de Casseur d'assiettes, dont j'ai reparlé récemment, mais je ne suis même pas sûr que ce soit à Bobino que je l'ai vu. La rue de la Gaîté contient un music-hall, 3 cinémas, dont au moins un, celui du bout, qui plus étant, est devenu cinéma d'exclusivité, 2 théâtres, Gaston Batty et Gaîté Montparnasse, 2 glaciers, un restaurant semi-populaire, un autre à huîtres ouverte après le spectacle, plusieurs magasins de vêtements, 1 ou 2 d'articles d'électroménager, frigidaire, télé, une librairie tout au bout à droite, plusieurs cafés dont au moins 2 tabacs, une boulangerie tout en haut à gauche. L'arpentage de la rue de la Gaîté a souvent été lié à la recherche d'un cinéma. D'une manière générale, on peut dire que j'ai exploré systématiquement, au cours de mes années cinéphiliques, 4 grands axes cinématographiques. Le plus fréquent partait du cinéma Le Panthéon. On passait ensuite rue Cujas, puis un bout du boulevard Saint-Michel, 2 cinémas généralement inintéressants. On remontait par la place de la Sorbonne, puis rue Champollion, 4 ou 5 cinémas, puis Champeau et Actua Champeau, Cluny. On pouvait ensuite descendre jusqu'à la place Saint-Michel. De mon temps, il y avait encore 2 théâtres rue Champeau. Dans l'un d'eux, Duve fit monter Marée Basse par Blin, décor d'Atlan, musique de Jarre, avec Terzieff. J'ai vu ouvrir le Cujas et l'Actua Champeau. Depuis, il y a encore plus de cinéma, avec les studios Saint-Germain, de la rue de la Harpe et d'autres dont je ne connais même plus les noms. Le deuxième axe, beaucoup moins fréquenté, longeait les grands boulevards. Il partait de l'Opéra et aboutissait soit à la République, soit à la gare de l'Est. Et j'ai sauté un paragraphe. Pardon. Le deuxième axe partait de la rue de Rennes, cinéma cher, puis place Montparnasse, dont le Cinéac, dans la gare, puis le cinéma de la rue d'Odessa, devenu exclusif lui aussi, puis les 3 de la rue de la Gaîté et le Maine. Exceptionnellement, on pouvait encore dénicher un film à voir dans la rue de l'Ouest, je crois, mais le cinéma qui s'appelait quelque chose comme Plaisance a disparu et fait place à un Uniprix. Le troisième axe, beaucoup moins fréquenté, longeait les grands boulevards. Il partait de l'Opéra et aboutissait soit à la République, soit à la gare de l'Est, en tournant boulevard de Strasbourg ou encore la place Kossuth, en tournant rue du Faubourg-Montmartre, d'où exceptionnellement on pouvait gagner Pigalle, Barbès, etc. par la rue des Martyrs. Le quatrième axe, arpenté uniquement en période faste, partait de Franklin Roosevelt et arrivait à l'Étoile. En 56-57, un 5e axe fut constitué par les 3 cinémas qui sont dispersés plutôt que regroupés entre Mouton-du-Vernet et la Tombissoire, avec en désespoir de cause un 4e à d'enfer même. S'il faut trouver un 6e axe, il regrouperait tous les cinémas de mon enfance selon un itinéraire compliqué, joignant la rue de l'Assomption, Caméra, à la rue des Vignes. Le nom du cinéma pourtant connu m'échappe. Il abrite aujourd'hui l'IDEC, le Ranlag, c'est ça. Puis à la rue de Passy, le Passy, puis le cinéma près de la rue Chernowitz, puis le cinéma du Bout à côté du Monoprix. Samedi 28 juin, Gaîté, suite, vers 13h. La rue de la Gaîté n'est pas vraiment belle, mais je l'ai
toujours trouvé agréable. L'un de ses traits particuliers est dans mon souvenir qu'elle n'admet qu'un seul affluent, sur sa droite, à la hauteur du restaurant des 1000 colonnes. De l'autre côté, il n'y a que la petite impasse où se trouve le cinéma du milieu. Ceci confère à la rue une grande unité, c'est un tout entre la rue d'Odessa et l'avenue du Maine, un itinéraire obligé. Les lumières, le nom de la rue, ses points de fête accentuent cette unité. Ceci confère à la rue une grande unité, c'est un tout entre la rue d'Odessa et l'avenue du Maine, un itinéraire obligé. L'une des dernières fois que j'arpentais la rue de la Gaîté fut en janvier dernier avec Claude. Nous sommes allés à la Coupole, à l'appartement qui l'occupe temporairement rue Raymond-Losserand, sous-louant une pièce à Jean-Yves Pouillou et qui me proposait. C'était un dimanche. Je suis ensuite allé chez Jacques, puis chez les Lamblin, qui eux aussi m'offraient l'ancienne chambre de Marianne. Finalement, je n'ai occupé aucun de ces lieux, puisque je suis pour un temps revenu rue du Bac. Samedi 28 juin, 14h, métatopique. Avec ces quelques souvenirs épars sur la rue de la Gaîté, j'achève le premier tour complet de mes lieux. J'ai décrit chacun des 12, moitié en tant que souvenir, moitié en tant que description réelle. Dans la deuxième moitié de l'année, chaque lieu évoqué comme souvenir sera décrit réellement et vice-versa. Ceci étant dû au choix tout à fait arbitraire de la répartition pour la première année. Je voulais sans doute évoquer la totalité des lieux en un minimum de temps. À partir de la seconde année, la distribution cessera d'être arbitraire, l'application des bicarrés lui donnant sa nécessité. Il importe peu finalement que la succession des lieux de mois en mois soit souvent identique, dans la mesure où l'espace séparant deux textes est toujours perçu comme important par rapport à une activité écrivante. Il est trop tôt pour commencer l'entreprise. Je commence à m'apercevoir que cette insertion du temps dans un écrit a pour conséquence première de privilégier le métalangage. Je ne suis pas tellement attentif au passé, mais surtout à l'entreprise elle-même. En choisissant de décrire le vieillissement des lieux et mon vieillissement, j'accentue tout ce qui insiste sur le projet lui-même. J'écris des traces. Je n'écris qu'en projetant les textes dans cet avenir de 12 ans où ils s'éclaireront l'un l'autre, où ils n'éclaireront finalement que le projet lui-même. L'intérêt des bombes du temps est double. Il laisse quelque chose d'un passé supposé annulé par une catastrophe. Il renseigne surtout sur la pensée de ceux qui ont suffisamment cru au temps pour concevoir l'idée d'une bombe du temps. Et il en va de même pour mon projet. On pourrait déjà se demander si l'accumulation des textes va produire un texte différent. Quel sera exactement mon travail au 1er janvier 1981 ? Relire et publier, établir un index, tout réécrire en ne me servant de ces textes que comme des notes. Ces métatopiques deviendront-elles ou ils plus importants que les textes eux-mêmes ? Un grand merci à Serpentine Tessier et à Dominique Verrier pour cette première lecture du texte 12 de Lieu, premier souvenir de la rue de la Gaîté. Tout à l'heure, nous nous donnerons lecture d'un autre texte. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour célébrer la sortie de Lieu. Ouvrage inabouti de Georges Perec, laissé, je dirais, dans un état d'incertitude, mais évidemment œuvre capitale, non seulement dans l'œuvre de Georges Perec, mais je le crois aussi dans l'histoire de l'autobiographie et même sans doute dans l'histoire littéraire tout court. Alors merci d'être là, si nombreux. Je voudrais signaler que nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir des personnages de Lieu, c'est-à-dire des gens
qui apparaissent dans le texte. Je commencerai avec la cousine, lointaine cousine de Perec, Simone Kaplan, appelée Simonette dans le lieu, qui nous vient des États-Unis et était par coïncidence de passage ici. Évidemment, Sylvia Richardson et Marianne Saluden, vous avez entendu parler de la chambre de Marianne dans le texte, les petites cousines de Georges, qui sont aussi parmi nous, Marcel Benamou, ici également, Claude Burgelin, également parmi nous, Pierre, Denise et Anne, Getzler, qui sont tous les trois dans l'index de lieux, et Eugénie Kuffler également. Donc voilà, beaucoup de personnages de lieux, et c'est un honneur pour nous de les recevoir ce soir. Je voudrais aussi remercier nos hôtes de la bibliothèque de l'Arsenal pour nous faire confiance, une fois de plus, son directeur, Olivier Bosque, sa directrice adjointe, Fabienne Kérou, et tout particulièrement Claire Lesage, qui est ici non seulement celle qui veille sur le fond de l'IPO, celle qui veille sur le fond Georges Perec, mais celle qui est également la marraine, dirais-je, de l'association Georges Perec. Infiniment merci Claire d'être ici. Je n'oublierai pas le chef magasinier Liès, qui n'est malheureusement pas ici. Il a filé tout de suite après l'installation de la salle terminée. Mais bon, Liès est celui qui accueille sans sourciller ou avec simplement 5 minutes de bougonnement réglementaire les plus excentriques de nos demandes dans une bibliothèque. Bon. Merci à lui, à tous ceux aussi qui nous ont aidés dans la préparation de cette soirée. Je n'oublie pas également mes camarades de l'association Georges Perec, notre secrétaire adjoint Emmanuel Zwenger, ainsi que notre webmaître Patrick Drujon, ici présent. Merci aussi à l'équipe éditoriale du Seuil, dont de nombreux membres sont parmi nous, depuis son directeur, Ludovic Rio, et je ne les citerai pas tous, mais en allant jusqu'à celle qui a coordonné toutes les personnes intervenues dans ce projet, qui est un texte exceptionnel de Georges Perec, mais qui est également un ovni éditorial. Je veux parler de Sophie Tarnot. Merci aux intervenants de ce soir. Vous avez entendu nos deux acteurs. Parlera bientôt Sylvia Richardson, petite cousine de Georges Perec, je l'ai dit, Claude Burgelin, qui lira un texte de Maurice Hollander, qui devait être parmi nous, mais qui ne peut pas l'être ce soir, malheureusement. Et puis Caroline Scherb, qui est celle qui a conçu et mis en œuvre l'édition numérique de Lieux, dont nous vous parlerons en fin de soirée. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Claude Burgelin pour m'avoir proposé, il y a 4 ans, de m'embarquer dans une galère dont je ne savais pas à l'époque qu'on allait devoir y ramer pendant 4 ans. Mais infiniment merci Claude. J'ai eu 2 grandes chances dans ma vie de chercheur. D'une part, c'est d'avoir à éditer La vie mode d'emploi pour la bibliothèque de la Pléiade, et sans nul doute d'avoir aussi à éditer Lieux grâce à toi Claude. Infiniment merci. Pour un chercheur, que chaque texte soit comme une enquête, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. J'ai des excuses à vous transmettre. Celle de Philippe Lejeune, qui devait être parmi nous, et à qui je souhaite dédier cette soirée, ainsi qu'à Ella Binnenfeld, qui nous a quittés il y a quelques années, la cousine de Georges Perec. Philippe Lejeune et Ella Binnenfeld sont ceux qui ont lu les premiers l'intégralité du manuscrit de Lieux. Et dans ses messages, Philippe Lejeune, à chaque fois, évoque ces jeudis de l'Arsenal, où, avec Ella Binnenfeld, il découvrait petit à petit le manuscrit de Lieux. Et l'essai de Philippe Lejeune sur Georges Perec, autobiographe, et notamment sur Lieux, La mémoire et l'oblique, a été pour nous une source d'inspiration. Des excuses aussi de Christine Lipinska, celle qui, avec Pierre Getzler, a été en quelque sorte co-auteur de Lieux sur certains de ces segments, puisque ce sont 2 photographes qui l'ont accompagné pour certains des réels de Lieux. Je vais en parler dans un moment avec Pierre Getzler.
Merci aussi à l'équipe du site Diacritique qui filme cette soirée. Cette soirée étant filmée, vous pourrez la retrouver sur le site Diacritique avec des K à la place des C partout, mais aussi sur le site de la librairie du XXIe siècle et celui de l'association Georges Perec. Et enfin, merci à Julien Vito et à la librairie Volontaire pour avoir installé une table de livres. Vous pourrez la voir en sortant si vous ne l'avez pas vue en entrant, ainsi que dans les vitrines qui sont juste à côté, quelques pièces extraites du manuscrit de Lieu que nous avons installé ce matin avec Claire Lesage. Donc nous avons la chance d'avoir parmi nous Pierre Getzler, s'il veut venir à côté de moi pour que nous parlions un petit moment. Pierre Getzler est l'auteur de cette photo absolument magnifique, merveille de coïncidence. Mais il va peut-être nous en dire un mot lui-même, mais peut-être Pierre, tu peux évoquer d'abord, si tu en as souvenir, le moment où Georges Perec est venu te proposer de l'accompagner. Lieu avait déjà commencé depuis un an, parce que c'est en 70 que tu l'accompagnes rue Villain. Est-ce que tu te souviens de ce moment où il t'a proposé de venir l'accompagner rue Villain pour prendre des photos à l'occasion d'un réel? C'était bien longtemps après que j'ai quitté l'Ermitage. Oui, tu n'habitais plus dans le quartier. J'habitais plus le quartier, j'habitais à Bayonne. Donc vous voyez, c'est un pèlerinage pour moi. C'était déjà un pèlerinage. Les photos sont déjà du passé. De toute façon, une photo, c'est déjà le passé. Oui. Elle est plus... Il faut dire aussi une chose, c'est que lorsque... Perec, évidemment, a passé ses premières années rue Villain, mais ensuite il oublie pratiquement cette rue, l'endroit où elle se trouve, et c'est alors qu'il rend visite à Pierre Getzler rue de l'Ermitage. Je l'ai raccompagné. Voilà, je l'ai raccompagné. Nous avons descendu la rue Villain, et je l'ai raccompagné, je ne sais plus, jusqu'à la République ou chez lui à pied. Donc c'est vraiment... Alors, il t'a demandé de l'accompagner rue Villain pour ce réel. On avait bu un peu de vin, et puis c'était agréable, il ne pleuvait pas, on a eu envie de marcher. Et dans son quartier, je lui ai montré mon quartier, le quartier où j'avais vécu avec mes parents avant la guerre. Est-ce qu'il t'a donné des instructions pour prendre des photos de la rue Villain? Ah, il m'a demandé de photographier les façades, et moi je n'ai pas accepté ça. Je ne lui ai pas obéi. Je l'ai photographié lui, en relation avec les façades, avec les lieux. Et toujours, il y a un côté oblique. Je lui ai appliqué strictement ce qu'il dit ailleurs. Il faut toujours faire un pas de côté. D'où cette magnifique photo, qui n'est pas la seule d'ailleurs de celle que tu as prise. Il y a d'autres photos où on voit Perec, mais celle-ci est une coïncidence extraordinaire. Est-ce que tu veux nous en parler? C'est un cadeau quand on voit des choses comme ça. Perec regarde la rue Villain, il pense à son enfance, et puis l'entrée d'un immeuble, il y a une petite fille qui saute à la corde. Comment ne pas évoquer tout de suite la force du souvenir? Et c'est pas, il n'a aucun rapport avec cette petite fille. C'est pareil quand deux garçons, quand j'ai voulu photographier la façade du salon de coiffure complètement décati, il y a deux petits garçons qui se sont mis spontanément devant l'objectif. Je leur ai rien demandé. Donc il y a un rapport, et se projette. Je me projette à leur place parce que je connais la rue, mais c'est tout. C'est la leçon de Cartier-Bresson, vous savez. Il faut saisir l'occasion par les oreilles. C'est tout. Ben, ça a été une superbe occasion. Il faut être ouvert à ce qui se présente. Voilà. Et alors, pourvu que l'appareil marche. Ça m'est déjà arrivé. C'est une grosse déception. On peut savoir. J'aurais imaginé. Je crois que tu voulais nous dire quelque chose sur le titre. Aussi. Ah, le titre m'a interpellé. J'ai pas lu le Claude Bergenin m'a dit
ça se lit pas comme ça, recto tono, d'un bout à l'autre, de la première ligne à la dernière. Et je suis tombé sur ce passage où il dit qu'il voulait appeler son livre, en allusion, en pensant à Roussel, Lossi Soli ou Soli. Je pense que ça aurait été une erreur. Ça n'a aucun. Ça n'est pas du tout dans la tonalité. Pas du tout, pas du tout. Et après coup, puis il y a eu, d'un autre côté, il y a eu pas mal il y a eu quelques discussions sur la jutéité assumée ou pas de Georges Perec. Hein. Et là, dans certains textes, poétiques ou non, j'ai trouvé des choses tout à fait étonnantes. En lisant les récits acidiques dans la traduction de l'Arbre de Guerme, je tombe sur des citations de passages de Rabbi Pignas de Koretz, voyez-vous. Et le disciple pose des questions au rabbi. J'ai trouvé que le disciple était beaucoup plus intelligent que le rabbi. Pardonnez-moi, mais voilà. Le lieu de l'homme, ça s'appelle. Pourquoi Dieu est-il désigné sous le nom de Makom, c'est-à-dire le lieu? Demanda-t-on à Rabbi Pignas. Il est certes le lieu du monde, mais alors pourquoi ne pas le nommer ainsi au lieu de dire, c'est le mot, le lieu? Et la réponse de Pignas de Koretz, tout à fait, moi je la trouve inepte. Bon, excusez-moi. Mon ami Clément trouvait que c'était formidable, les récits acidiques, mais ça ne me paraît pas plus formidable que la légende dorée, vous voyez. Mais c'est magnifique, mais ça, cette question-là m'a beaucoup turlupiné, vous voyez. Bon, et puis il y a, je suis tombé aussi sur quelque chose qui correspond assez au projet de... Mais c'est des hasards, vous savez, je tiens ça. Des hasards, je suis tombé sur... Voilà, c'est un livre formidable du fils de Thomas Mann. Je pense que ça encadre assez bien la chose. C'est dans un livre qui s'appelle Le Volcan, qui est en partie largement autobiographique. Mais pour nous, aucun lieu n'est donné où nous reposer, à corps perdu, les hommes souffrant, d'heure en heure, en tombant, se désagrègent, comme l'eau de rocher en rocher, projetée. Tout au long des années, ils chutent dans l'incertain. On vous avait dit que tout à l'heure que c'est un projet inachevé, ça ne pouvait pas s'achever. Ça ne pouvait pas. Je pense que, moi j'ai envie de mettre ça en exergue du projet, enfin en annexe du projet de Perret. On ne peut pas être d'accord avec mon interprétation. Ça n'est jamais qu'une interprétation d'ailleurs. Marcel, c'est bien que tout ça n'est qu'interprétation d'interprétation. Voilà, bon, alors, j'ai fait cette incise, voilà maintenant. Bien, merci Pierre en tout cas d'être venu parmi nous. Et puis voilà, on a beaucoup à parler ce soir. Voilà, merci beaucoup pour ce premier témoignage. Sylvia, si tu veux maintenant venir nous parler. Sylvia Richardson, qui est la petite cousine de Georges et son actuel ayant droit. Je suis à mon tour ravie et très émue de pouvoir célébrer avec vous l'aboutissement et le succès de cette belle aventure éditoriale. Avant de retracer et de commenter brièvement les étapes de cette publication, je voulais moi aussi tout d'abord rendre hommage à deux personnes qui ont été fondamentales dans ce projet et qui tristement ne sont pas parmi nous. Ma tante, Ulla Bienenfeld, décédée en 2016, et Philippe Lejeune, l'auteur de l'essai La mémoire et l'oubli. Entre 87 et 90, comme le disait Jean-Luc, Ella et Philippe ont décacheté les enveloppes et découvert ensemble ces pages et autres documents qui sont désormais rassemblés dans le volume des lieux.
et ce travail patient et en profondeur qu'ils ont fait au fil des semaines, dans un compagnonnage amical, a été un moment très fort dans la vie de ma tante. Cela lui a permis de se sentir à nouveau très proche de Georges, de se replonger dans leur relation et aussi d'étayer sa propre vision éditoriale. Et dans un message récent adressé à Jean-Luc, Philippe parle d'une aventure spirituelle qui l'a marqué. Il est clair que cette aventure avait aussi beaucoup marqué ma tante. Donc ce beau livre que vous avez devant vous a eu une longue gestation. Et jusqu'à sa mort, ma tante avait continué à se préoccuper de lieux et de tous les obstacles qu'un tel projet de publication aurait à affronter. Au fil de nos conversations, elle m'a transmis ce projet. J'ai essayé de me rappeler avec certitude la première fois que j'ai entendu parler du projet Lieu, mais je n'y suis pas arrivée. C'était très probablement en 1970, l'année où j'habitais rue de l'Échaudé, dans un studio appartenant à Suzanne Lipinska, et dont Georges payait le loyer en échange de travaux ménagers dont j'étais chargée de faire dans son appartement rue de Seine, donc c'était très proche. Il y avait un plan affiché dans son entrée. Je crois me souvenir que c'était celui du Bicarré latin des lieux. Si ce n'était pas ça, ce serait l'immeuble de VME. Mais ce dont je me rappelle très clairement et que j'ai côtoyé, c'est que Georges traversait une période difficile et des moments très noirs dont on retrouve l'écho parfois désespéré dans le livre. Dès nos premières rencontres en 2016 avec Maurice Hollander, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, et Claude Burgelin, nous avons évoqué le projet Lieu. Et c'est le 4 novembre 2016 que nous nous sommes retrouvés tous les trois pour démarrer formellement et concrètement ce projet dont Jean-Luc a rejoint la galère, comme tu dis, à la fin de l'été 17. La première tâche nécessaire avant tout avancement possible était d'avoir une transcription complète des documents sous forme de fichier Word. Et c'est Isabelle Courtin, ici présente, qui s'est attelée à cette tâche à partir de 2017 avec beaucoup de constance. Elle a dû déployer un trésor d'imagination et d'astuces quand il s'agissait de déchiffrer l'écriture et les abréviations de Georges. L'idée d'allier une publication papier et un autre mode de lecture plus souple, facilité par le numérique, m'est venue dès le début, dès 2017, comme apportant une réponse à des questions difficiles de choix éditorial. J'avais entrevu en discutant avec ma tante que tous les choix de présentation et d'ordre qu'il faudrait faire pourraient mettre en péril l'existence même de cette publication, une réflexion et un questionnement dont Philippe Lejeune avait été le porte-parole dans son livre. Au fil des conversations avec les équipes du Seuil, il est apparu clairement que ce que j'avais en tête pour l'édition numérique n'était pas du ressort de leurs fournisseurs habituels et nécessiterait une création numérique de pointe à la hauteur du projet Lieu. Début 2020, quand le texte et les notes admirablement rédigées par Jean-Luc étaient presque finalisés, j'ai donc commencé à rechercher un ou une spécialiste en création numérique et j'ai eu, après maintes recherches, la chance de trouver le site de Caroline Cher et de son agence Créamars. Caroline a répondu quasi instantanément à mon premier message, dans les quelques heures. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait tout d'abord pensé que c'était une blague. Et vous connaissez la suite. Comme je l'ai expliqué dans l'avant-propos, j'avais dès le début à cœur de faire ressortir deux aspects qui me semblaient fondamentaux dans le projet Lieu: son architecture élégante et élaborée, où la combinatoire se mêle à la mémoire, au temps et à l'espace, et son côté ludique de jeu de piste. Deux aspects qui sont intimement mélangés à la personnalité de Georges et à son œuvre. C'est Georges qui m'a fait découvrir Paris à pied, dès mon adolescence,
quand on partait de chez lui pour atteindre un but magique de notre sortie, par exemple aller au cinéma à la Bastille, voir un vieux film peu connu en prenant un itinéraire choisi. À ses côtés, j'ai absorbé la manière dont Georges aimait marcher dans la rue, se pencher sur des plans, construire des itinéraires astucieux et regarder la ville. J'avais envie que le lecteur puisse être de même un promeneur actif aux côtés de Georges, aux côtés de sa mémoire et de son regard. Georges était également un grand joueur. Sa joie de jouer transformait une après-midi traditionnelle, voire ennuyeuse, à la campagne, en un tripot animé où on s'essayait tous à des jeux divers, que ce soit le jaquet ou des jeux de lettres. Ma conviction qu'il aurait adoré pouvoir bénéficier des possibilités du numérique et qu'il aurait trouvé maintes façons à la fois ludiques et profondes d'en intégrer pleinement les fonctionnalités au cœur de ses projets d'écriture n'a fait que se renforcer au cours des échanges avec Caroline et de ce qu'elle a pu construire. La souplesse dynamique du parcours numérique qui a été conçu par Caroline et son équipe a surpassé tout ce que j'avais pu imaginer à l'origine. En particulier, l'éclairage précieux apporté par les notes de Jean-Luc est entré pleinement dans la danse, créant des chemins de lecture personnels qui interagissent avec la structure espace-temps. Et j'ai été très heureuse de lire que Philippe Lejeune a trouvé, je le cite dans un message qu'il a envoyé récemment à Jean-Luc, la version électronique accueillante et inspirante qui résout de manière légère et tonique tous les problèmes de circulation dans ces gerbes de réseau. Je conclus en soulignant que ce projet porte le sceau de la générosité. La générosité de Georges, pour les personnes et les amis qui lui étaient chers, était profonde et multiforme. Il avait une générosité de pensée, de partage, d'écoute et d'aide affective, et une générosité matérielle. L'association Georges Perec en est un reflet qui perdure. Et ma sœur Marianne et moi tiennent à remercier la générosité intellectuelle que beaucoup de membres continuellement déploient et l'énergie que beaucoup de membres déploient continuellement pour faire rayonner l'œuvre de Georges. Ce projet de lieu est un autre exemple frappant de générosité. Le temps et l'énergie que toute l'équipe éditoriale, Maurice Hollander, Claude et Jean-Luc, ont investi sans compter dans le lieu est immense. Et nous en sommes profondément reconnaissantes. Caroline et son équipe ont généreusement pris à bout de bras, ou je dirais plutôt à force de code HTML, la partie numérique en respectant des contraintes de temps très serrées. Et ont transformé ce qui me semblait au début de la science-fiction éditoriale en une réalité hypertextuelle, belle et ludique, que j'espère vous avez déjà découvert, mais dont Caroline va vous faire une démonstration. Finalement, la générosité du Seuil, qui a accepté le pari d'un accès gratuit pour l'application, nous a ravis. Et toute l'équipe du Seuil, avec Sophie en tête, a merveilleusement coordonné la réalisation de ce projet complexe. C'est tout ce rassemblement d'expertise et de complicité amicale autour de ce projet qui a permis cette édition exceptionnelle de lieu dont nous fêtons aujourd'hui tous ensemble la parution. Merci Sylvia. Claude Bourgemin va vous faire lecture maintenant d'un texte envoyé par Maurice Hollander. De Maurice Hollander, je dirais simplement ceci, que ça a été un éditeur vraiment exceptionnel. Je vais employer le même mot qu'a employé Sylvia, de générosité, de finesse. C'est extraordinairement agréable de travailler avec un éditeur de cette qualité. Et malheureusement, il ne peut pas être là ce soir parmi nous. Donc, je suis sans porte-parole. Ce soir, parmi vous, à l'association GP, je n'ai aucune compétence particulière à prendre la parole, si ce n'est l'amitié que vous me faites en m'incitant à dire quelques mots, prolongeant une histoire commencée le 2 juin 1980.
Ce jour-là, Georges Perec, Brulinet, répondait positivement à ma demande d'écrire un texte pour une revue en gestation dont nul ne pouvait donc encore rien savoir. Le genre humain, pour une livraison sur le thème « Penser, classer ». Ce texte, inarmé jour pour jour, 13 mois plus tard, le 2 juillet 1981, a été publié en février 1982. Lors de notre première rencontre en juin 80, Perec ne savait rien du jeune archéologue des mythes anciens qu'il avait en face de lui, ni de la revue Le genre humain qui n'existait pas encore. D'emblée, tout s'est passé sous le signe de la confiance. Vous le savez, ce texte est devenu son ultime écrit non posthume, puisqu'il l'a vu imprimé. Le 3 mars, Perec se retirait de ce monde. Quelques jours plus tard, le vendredi 12 mars, une soirée était prévue de longue date à Beaubourg, avec les auteurs de ce volume, notamment Léon Poliakov et Jean Pouillon. Georges Perec m'avait dit au téléphone, c'était le 23 février, que rien ne devait l'empêcher d'être avec nous le 12 mars pour parler de son texte. Le carton annonçant la soirée de Beaubourg demeure une archive qui porte son nom, témoin de cette présentation publique du volume du genre humain contenant son article, Penser / classer, qui a connu un destin que nul n'aurait pu ni souhaiter ni prévoir. Apprenant le décès de Perec, j'ai téléphoné à Marcel Benabou pour lui demander de m'aider à transformer ce 12 mars à Beaubourg en un premier hommage posthume à Perec. Benabou, je l'ai retrouvé plus tard pour lui demander d'autres conseils. Nous étions depuis le milieu des années 70 compagnons d'études anciennes entre mythes et politique dans un groupe de recherche comparée dirigé par Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet et Marcel Létienne. La précision est importante car je ne savais alors rien de l'Oulipo. Sans doute dès 83-84, j'ai dit à Benabou mon désir de réunir un recueil construit autour de l'article Penser classé pour lui demander si l'idée lui paraissait plausible. J'étais alors en train de concevoir chez Hachette la collection Textes du XXe siècle, devenue depuis la librairie du XXe, puis du XXIe siècle au sol. Benabou m'a pris par le bras et m'a présenté à Ella Bienenfeld. Il a en quelque sorte présidé à notre rencontre. Si je me trompe, il apportera des précisions. C'est ainsi que, prenant appui sur ce texte édité en 82, est né le recueil Penser classé. Comme je l'ai écrit en ouverture du volume Penser classé, il a été réalisé grâce à l'aide de Marcel Benabou, Éric Bonmatin et Eva Pawlikowska. Dans les volumes posthumes qui ont suivi, sous l'œil vigilant d'Ella Bienenfeld, j'ai chaque fois inscrit les noms de celles et ceux qui avaient rendu possible ces recueils, suivis par les romans de jeunesse et la nouvelle édition complétée de Espèce d'espace, notamment Philippe Lejeune, Bernard Magnier, Claude Burgelin et Jean-Luc Joly. Je ne vous fais pas ici une leçon de philologie appliquée. Ces précisions ne sont pas techniques. Elles visent ma reconnaissance et la chance que j'ai eue d'éditer une quinzaine de volumes posthumes qui résultent d'une aventure collective qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, désormais avec Sylvia Richardson et Marianne Seluden. Ce sont ces relations amicales, ininterrompues, passant d'une génération à l'autre, d'Ella à Sylvia et Marianne, les ayants droit, comme pour les spécialistes de l'œuvre de Perec, de Benabou, Burgelin, Lejeune et Jean-Luc Joly, qui se sont poursuivis depuis le volume Penser classé de 85, permettant d'aboutir à une nouvelle édition augmentée d'Espèce d'espace et à l'édition des lieux que nous célébrons ce soir. Dans mon livre singulier pluriel, paru lors du premier confinement, dans le chapitre intitulé « Dans l'atelier posthume de GP », je réponds à des questions de Maxime Decoux et de Claude Burgelin. Je rappelle là un point qu'il vaut la peine de souligner ici à l'Arsenal et à l'association GP. Ma rencontre éditoriale avec l'œuvre de Perec résulte d'une série de circonstances improbables, ni prévues ni prévisibles, où l'amitié tient lieu de pivot. Jean Sorbinski, dans sa préface à L'encre de la mélancolie, parle, je le cite, de l'amitié dans le travail. Arrivé à ce point, entre amitié et travail, je prends la mesure de l'aventure collective de lieu. Entre Sylvia Richardson en capitaine de navire, épaulée par Isabelle Gourdin en compagnie de Claude Burgelin et Jean-Luc Joly, et les photographies notamment de Christine Lipinska et de Pierre Getzler en couverture, et aux éditions du Seuil, ce paquebot miraculeux qui ne s'interdit ni la souplesse ni la pratique de l'artisanal pointu, grâce à Hugues Jalon et Ludovic Rio, Pierre Hilde, Séverine Nickel, Caroline Gutmann, Fanny Villiers et Virginie Kiffé. Troisième pôle capital, le site numérique conçu avec Caroline Scherb et toute son équipe, Caroline et Sylvia, nous en parlerons. Tout ceci a pu aboutir au double chantier de lieux papier et numérique, fédéré au Seuil par Sophie Tarlot,
avec autant de délicatesse et de rigueur, qui a veillé au moindre détail. D'autres noms encore, notamment Pablo Duran, Éric Delporte, Philippe Blaiseau, en compagnie de bien d'autres, se trouvent inscrits dans le livre. Que toutes et tous soient remerciés. Dire merci ce soir ne se limite pas à énumérer des noms. Il ne s'agit ni d'un geste anodin, ni d'une parole académique, ni d'une mondanité passe-partout. Dieu merci est une condition première qui autorise une approche humaine des choses de ce monde et l'intelligence du rapport à autrui. Après Goethe et Husserl, le poète Paul Celan a dit l'importance intellectuelle et sensible du dire merci dans une formule célèbre souvent citée. Dans son discours de Brême, prononcé le 26 janvier 1958, lors de la réception du prix décerné par cette ville hanséatique, le poète commence d'emblée par deux verbes d'action, denken und danken, penser et dire merci. Deux vocables qui sont dans la langue allemande, précise-t-il, d'une seule et même origine. Ce n'est pas seulement Heidegger que l'on peut évoquer ici, avec qui Paul Celan avait une relation pour le moins complexe. Souligner les affinités entre denken et danken constitue un lieu commun de la tradition théologique, ce qui ne donne en rien son caractère poétique. On retrouve ainsi notamment ce couple sémantique chez Thomas Mann. Dans le Yiddish de mon enfance anversoise, raconté dans un fantôme dans la bibliothèque, on trouve comme en allemand le couple sémantique denken und danken. C'est un archéologue des croyances anciennes que j'ai rencontré Pérec en 1980 pour l'inviter à écrire son Pensée classée pour la revue Le Genre Humain. Vous n'en voudrez pas de terminer ces quelques mots en archéologue des mots anciens, en évoquant l'avenir des lieux, mais avec le souhait que ce volume soit traduit en de nombreuses langues. Maria Blachou veillera avec toute son équipe du service des sessions du Seuil. À ce propos, je me suis mis à rêver d'une étude future faite par l'une ou l'autre d'entre vous, spécialiste de l'œuvre de Pérec, et à ce titre nécessairement attentif à l'histoire de la réception de ses livres, où vous pourriez scruter les champs sémantiques de ce vocable « lieu » dans toutes les langues où le volume sera traduit. Soudain, je me suis souvenu de lectures anciennes, me rappelant qu'en hébreu, le terme qui signifie « lieu », makom, est depuis la plus haute antiquité plus qu'un synonyme du Dieu au nom imprononçable. En effet, makom en hébreu signifie aussi bien Dieu que n'importe quel lieu commun. Expression très ancienne, on peut la lire notamment dans Isaïe 26 au verset 21. À propos des nombreuses manières de nommer Dieu, les ancêtres des chrétiens n'hésitaient pas à se poser des questions insolubles. En effet, comment parler de ce Dieu sans image au nom imprononçable? Comment le désigner sans sombrer dans l'anthropomorphisme? Les rédacteurs du Talmud ont pu s'y associer littéralement leur Dieu à un lieu ordinaire, makom, à tel point que les copistes, dans les manuscrits médiévaux, ont imaginé, même à variation graphique, une seule ligature pour signaler le Saint béni soit-il et le lieu béni soit-il. Entre érudition et jeu sémantique, je choisis une seule citation commentant un passage à la Genèse. Quand on cherche à nommer Dieu, pourquoi l'appelle-t-on makom, lieu? Parce qu'il est lieu du monde et que le monde n'est pas son lieu. Avec sa variante, il est lui, le lieu du monde, et non le monde son lieu. On retrouve makom devenu topos dans la traduction grecque de la Bible, celle des Septante, et en latin locus dans la Vulgate. C'est admet, avec Henri Atlan, que l'écriture sainte témoigne d'une forme suprême d'athéisme. Alors, makom, le lieu hébraïque, tout singulier qu'il soit, peut désigner, comme le célèbre pluriel Elohim, un espace poétique potentiel toujours en devenir. Quant à Pérec, il me semble avoir été aussi clairvoyant que cohérent, car entre l'extraordinaire sainteté du Dieu des Hébreux et l'ordinaire de son lieu sémantique, Pérec a choisi une troisième voie. Il nous en a averti dès le 7 juillet 69 dans sa lettre à Maurice Nadeau, dont un passage figure sur le dos de la couverture. Le titre de son livre ne sera pas un singulier, mais un pluriel. Pour nous le faire entendre, de manière acoustique, Pérec écrit son titre d'abord en latin, car en français lieu au singulier et lieu au pluriel se prononcent de la même manière, ne formant qu'une seule bulle sonore. Il inscrit ainsi dans son projet le pluriel latin, le si, soli, ou l'inversant, soli, le si. Non sans préciser, le titre de ce projet pourrait être tout simplement lieu avec un X, sans oublier d'inscrire son pluriel dans un X majeur. Par son choix du latin, le si, soli, ou soli, le si, scandant à deux reprises de manière ludique l'adjectif soli, solus,
Pérec ne souligne-t-il pas, l'air de rien, en sous-texte, l'écho d'une solitude qui hante ces lieux dont il nous a fait un présent infini. Aujourd'hui, sans Ella Linenfeld, qui en compagnie de Philippe Lejeune en a initié le premier moment, sans Sylvia Richardson et Marianne Seliden qui en ont autorisé la présente édition, ce volume n'existerait pas, et je choisis ici un dessin de verbe autorisé, dont la marque sémantique rappelle l'autorité de l'auteur. Au nom de toutes les lectrices et lecteurs à venir, en toute langue et sur tous les supports, merci. Post-scriptum. Les lieux sont en ce moment même en lecture chez un éditeur israélien qui a déjà traduit d'autres livres de Pérec. Sans savoir encore si la traduction aura lieu, on sait déjà que si tel était le cas, le titre sera non pas Macom, mais sans pluriel, mais Comote. Pour le nom de l'éditeur, vous l'avez déjà tous deviné, ça ne s'invente pas, tout simplement Babel. Quant à l'édition française, voici pour terminer un mini-scoop en primeur pour vous ce soir à la GP. Je viens d'apprendre il y a quelques heures qu'avant la fin de l'année, nous aurons quasi quadruplé le premier tirage des lieux en passant de 6 000 exemplaires à 23 000 exemplaires imprimés. Contrescarpe réel 1, juin 1969. Mercredi 18 juin 1969 et jeudi 19 juin 1969, de 19h à 7h du matin. Réécrit le lundi 23 juin 1969 au Moulin d'Andé à 17h30. J'ai quitté le laboratoire à 17h30. J'avais rendez-vous en bas au tabac Le Virginie avec Jeanne Forêt et Chabert, comité de soutien aux prisonniers du procès de Tunis. À 18h30, je suis repartie avec eux vers Montparnasse et ils m'ont laissé à 19h à Port-Royal. J'ai descendu le boulevard Saint-Michel, achetant au passage Pariscope et le carnet qui devait me servir à prendre des notes. Je me suis arrêté un instant à la librairie 73. Arrivé au Luxembourg, ayant choisi d'aller voir à 20h Jules et Gilles, j'ai pris la rue Gay-Lussac, puis la rue Saint-Jacques, puis la rue du Val-de-Grâce. Après avoir hésité entre divers bistrots, je suis entré dans le café qui fait le coin de la rue du Val-de-Grâce et de la rue Henri Barbus. J'en suis ressorti quasi illico, trouvant l'endroit antipathique, et je suis allé prendre un sandwich au camembert, un ballon de rouge et un expresso café, au café qui fait le coin de la rue du Val-de-Grâce et du boulevard Saint-Michel. Peu avant 20h, je suis allée au cinéma Val-de-Grâce où j'ai vu la bande-annonce de Le Bon, la Brute et Le Truand, puis Jules et Gilles que je désirais surtout revoir pour les scènes tournées au Moulin. J'ai reconnu Heureux, Suzon dans la barque et le fauteuil de la Meule. Sachant par expérience ou craignant d'instinct que je ne parviendrais pas à tenir toute une nuit place de la Contrescarpe en tête-à-tête avec un demi et un calepin, j'avais pour projet de dîner entre 22h et minuit, d'aller voir un des films projetés au 3 Luxembourg à minuit et de ne passer à la chope qu'une ou 2 heures entre 2 et 3-4 heures du matin, attendant que le jour se lève. Ce même projet avait foiré une quinzaine de jours auparavant, le lundi 2 juin. Ayant rencontré Gauthier à 23h, j'avais dîné en sa compagnie au Balzar, puis était allé dormir chez lui là hier. À 22h, j'ai donc redescendu le boulevard Saint-Michel. J'hésitais entre plusieurs cafés, restaurants, bars, pubs, etc. J'ai pris la rue Monsieur le Prince, puis Saint-André-des-Arts et en intéressant au Caméléon, la rue de la Huchette, puis de nouveau le boulevard Saint-Germain, Saint-Michel, attiré comme presque chaque fois par le Balzar.
J'ai dîné au Balzar, à la banquette du fond, près des comptoirs à tarte. J'avais à ma gauche 3 personnes, un monsieur genre notaire et un couple genre Maquignon-Macrel. À ma droite, 2 couples de jeunes cadres. On ne peut plus con. Eux, collègues de bureau, genre s'invitant tour à tour sur leur note de frais. J'ai fait un dîner frugal, assiette de viande froide et salade, tarte, dont la note capoine résidait en une demi-chirouble glacée servie dans un seau à glace. Puis j'ai pris 2 cafés. J'ai échangé 2 mots avec Nico Poulantzas, qui était là avec son père, qui venait d'arriver de Grèce. J'ai également vu Jacques Laurent, qui dînait tout seul dans un coin, assez diamétralement opposé au mien. Je suis sortie vers minuit, j'ai remonté le boulevard Saint-Michel. Je me suis arrêtée au Café de Luxembourg où j'ai fait 3 titres pour 1 franc. J'ai gagné une partie à la loterie. J'ai fait un instant la queue au Luxembourg. Je suis allé acheter en face un paquet de gitanes, puis revenu dans la queue. J'avais le choix entre 3 films. Un western, Le Gaucher, que je n'aime pas. Un Jerry Lewis, Jerry chez les Sinoc, plutôt faible. Et un horrifico-érotique, Le Marquis Sadique, que j'ai choisi presque sans hésitation. Mais à tort. Un individu inconsistant se fait passer pour un descendant direct du marquis de Sade et déclenche les fantasmes érotiques de quelques jeunes femmes qui lui offrent gravures libertines, menottes et cravaches au cours d'une pseudo-orgie languissante. J'ai dû sortir vers 1h40. J'ai traversé le boulevard Saint-Michel, notant au passage que le Wimpy reste ouvert 24 heures sur 24. J'ai pris la rue Soufflot, la rue des Fossés Saint-Jacques, la rue de l'Estrapade, y remarquant des immeubles neufs que je n'avais jamais vus et dont je ne me souvenais même pas avoir vu les chantiers. La rue Blainville. Il est 1h55 quand j'arrive à la chope. Il fait doux. On a presque l'impression qu'il fait déjà clair. Je m'assieds à la terrasse. Il n'y a pas tellement de gens. Un air de guitare au jukebox. Je commande un café. La terrasse est aux 3/4 vide. Je peux compter 12 personnes. Il y en a un peu plus à l'intérieur. La place, le cabaret, Arlette Reinberg, est ouvert. Les arts ont l'air fermés. Il y a des taxis libres à l'arrêt, autour du terre-plein. De mon temps, si l'on peut se permettre une telle expression, il fallait redescendre jusqu'à Monge pour trouver des taxis à cette heure. Sur le terre-plein, 3 jeunes, trop jeunes pour être vraiment clochards, font un feu sous un arbre avec des cajots qu'ils apportent de la rue Mouffetard. La place, de droite à gauche. Le requin chagrin, encore ouvert. À une fenêtre du premier étage, on voit une lumière pivotante, destinée sans doute à créer à l'intérieur un effet lumineux. La charcuterie, le libre-service Le Nègre Joyeux, la boulangerie, le magasin de journaux, il est fermé mais je pense que c'est un magasin de journaux, les 5 billards ont l'air fermés, le cabaret. Une maison étroite et noire, sale. Au 3e étage est allumé un lampion Noguchi. L'Irlandais, qui a l'air ouvert. Ce doit être un bar, je ne le connaissais pas. Les arts, la boulangerie, la boucherie. Vous aurez la suite de ce texte qui est le plus long de lieu, le texte 11, un réel de la Contrescarpe, en 2 autres épisodes. Je vais demander à Claude de nous dire un mot en son nom propre cette fois-ci. L'organisation dont le saint nom ne saurait être béni, mais collé comme sujet l'importance de lieu. Alors, je vais essayer de dire quelques mots sur l'importance de lieu. S'il fallait, suivant une inspiration borgesienne, concentrer
l'œuvre de Pérec en une lettre. L'hésitation serait peut-être permise entre la lettre absente, le E, et la lettre devenu le sceau de son œuvre, le W. S'il fallait diffracter, déployer, concentrer l'œuvre de Pérec sans hésitation possible, le mot lieu s'imposerait. Le mot lieu revient avec insistance, donnant leur titre à des textes divers de Georges, lieu d'une fugue, lieu d'une ruse, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, etc. Là, on attendrait le lexique de la temporalité. C'est le temps d'une fugue, le temps d'une ruse. C'est le lexique de la spécialité, lieu, espace, errance, qui vient sous la plume de Georges. Pour être, besoin d'étais, d'une phrase de W. Ces étais ont été, pour je lis, arasés dans une destruction absolue de la mémoire et de tout ce qui vient faire étayage. Étayage, c'était des étayages temporels, et pour nous si évident, comme cet étayage élémentaire, fondamental, la possibilité de dire pleinement « je ». Qu'on se souvienne de cette phrase griffonnée sur un bout de papier en 1968, « il faudrait dire je », il voudrait dire « je », et atteindre le « je » apparaît comme la quête d'une terre promise, comme impossible à atteindre. Ce mot de lieu va devenir un pôle magnétique de son œuvre, enclenchant l'écriture de tant de textes qui associent la perte et la retrouvaille, l'emplacement et la dislocation, le manque et la présence. Les deux premiers livres, je saute un homme qui dort là, les deux premiers livres racontaient des histoires de lieux qui interdisaient toute prise. La Bible de la modernité, les choses, rejetait tout autant les exclus de la fête que le Paris où erre l'homme qui dort, où il ne trouve jamais d'accroche ni de rencontre. Les lieux se refusent et refusent. Mais ces livres ont permis à Pérec de se trouver un territoire où dessiner une géographie verbale très spécifique, explorant un lieu narratif, ce qu'il appelle les lieux rhétoriques de la fascination pour les choses, les lieux rhétoriques de l'indifférence pour un homme qui dort. En 1968, Pérec invente un nouveau lieu narratif en écrivant à l'intérieur même de la langue, en explorant les possibilités qu'offrent les 26 lettres de l'alphabet, 26 moins 1. Et c'est en même temps qu'il écrit lieu qu'il va mettre en place le projet de lieu. Le coup de génie de lieu, au départ, c'est l'édification de cette structure donnée par le bicarré latin ou carré latin, avec l'image d'une construction rigoureusement parfaite. Avec cette mise en place de deux lieux textuels aux rhétoriques différentes, entrant en dialogue les lieux de la rue et leur métamorphose en lieu de mémoire. Démarche anti-proustienne, anti-léricienne, le réel et le mémoriel, les lieux de l'exclusion et les lieux des rencontres et de la diversité amicale doivent rester disjoints. Cette démarche de clôture, de coupure, de scission est précisément pensée par Pérec et donne toute sa singularité à son projet. Rendre compte des lieux comme de la mémoire qu'on peut en avoir suppose de faire de la cassure et de la fragmentation l'organisatrice du propos. Et ce qui est formidable chez lui, c'est donc ce rapport entre structure parfaitement tenue et écriture de la dislocation. Il y a là une recherche de véridiction fondamentale. On la trouve à l'œuvre dans une espèce d'espace où l'espace de nos vies ne peut être abordé, écrit,
qu'en marquant sans cesse combien il n'est ni continu, ni infini, ni homogène. On ne peut en parler qu'en évoquant les laps d'espace, les endroits aussi coincés, aussi cognés. Espace et lieu sont à interroger en les laissant question et en s'attachant à déchiffrer que les sillons, traces, marques ou signes qui s'y esquissent ou s'y dessinent. Les 12 réels disent et redisent le peu de prise qu'on peut avoir sur les lieux de la ville. On y trouve des façades, des enseignes, des passants, tout ce qui relève de très décevant il y a. Des lieux qu'il est difficile de transformer en lieux rhétoriques, autres que le b.a.-ba de la rhétorique, l'énumération la plus plate possible. Dans les années 70, on s'est gravement interrogé sur l'écriture et l'expérience des limites. Pérec pose la question au ras du bitume et, comme il le fait à Saint-Sulpice, des trottoirs où vont et viennent des pigeons dont il n'y a pas grand-chose à dire, sinon cette présence de peu qui fixe le regard, qui ne dit pas rien, mais quoi? Pas grand-chose, sinon peut-être un « regarde de tous tes yeux, regarde » et un magazine. Quant à la mémoire des lieux, il s'organise, ou plutôt ne s'organise pas, il reste un vrac, un fourre-tout, un dossier hétéroclite, fait d'instants, de rencontres, de fragments de vie, des pièces de puzzle dont il convient de dessiner les contours sans chercher à les assembler. Ces pièces de puzzle donc restent fragmentaires, cristallisation émiettée de la mémoire. Là encore, l'entreprise de véridiction de Pérec consiste à ne pas chercher à leur faire dire ce qu'elles ne peuvent pas dire. Pièce d'un puzzle, elle reste sans qu'il y ait constitution d'une image, juste des micro-récits. En ne cherchant pas à leur coller un vernis de littérature, si rhétorique il y a, elle reste celle des propos quotidiens, de la vadrouille intime, de l'entretien libertaire avec soi-même. Ce qui saute aux yeux aujourd'hui, c'est tout ce qui est sorti de lieu. Bien sûr, espèce d'espace qui va se substituer au projet de lieu, lui donnant un cadre plus ample, plus souple, faisant circuler l'air qui se raréfie au contraire au fur et à mesure que s'écrit le lieu où le risque du ressassement apparaît. Avec cette structure de l'emboîtement, pages, lits, chambres, etc., jusqu'aux espaces d'infini, peut s'écrire dans son incroyable diversité cette géographie, c'est un mot que souligne Pérec, cette géographie dont nous sommes les auteurs. L'espace est un doute, et les lieux ne sont ni stables, ni immobiles, ni intangibles. Il reste seulement à faire surgir les questions que leur diversité et surtout leur démarcation nous posent. Il est frappant de voir que l'année même où Pérec écrit Espèce d'espace, Romain Gary écrit, qui lui aussi est un enfant de l'exil, écrit ceci. Pendant longtemps, l'histoire appelle la géographie. Aujourd'hui, c'est la géographie qui fait l'histoire. J'y pense tout le temps quand je regarde à la télévision ce qui se dit autour de la guerre d'Ukraine. Peut-être parce que les espaces restent questionnement et description de réel indiscernable. Le projet de W s'est écrit bien sûr dans la continuité de lieu, à partir d'un échafaudage qui associe la dislocation et la rupture. La vie mode d'emploi est la structure parfaite de l'immeuble en 100 cases, permet que s'échappent tant et tant de micro-récits aux ressemblances imprécises, tant et tant de pièces de puzzle toujours aussi irreconstituables
irréductibles que ceux de Barberousse. Même plus irréductibles que ceux de Barberousse. Quatrième projet, bien sûr, Ellis Island. Le lieu insulaire, un de plus, lui permet de dire sa condition de juif errant hors des lieux de la judéité dont l'histoire l'a exclu. Il y a de l'inadvenu dans le projet de lieu tel qu'il s'est été fait dans l'esprit de Perret. Mais paradoxe et retournement plutôt passionnant. C'est cette inadvenue qui a permis que s'écrivent tant de textes majeurs, qui viennent en retour aujourd'hui donner toute leur lumière et toute leur chaleur aux ruines de Lyon. Je vous remercie. Le feu est maintenant très haut. Il ronge le tronc d'un des 4 arbres, le plus petit, celui du côté mouf, pour moi en haut à droite. Un chauffeur de taxi intervient. Il semble qu'il y ait 3 types concernés par le feu, dont un seul a l'air clochard. Il a un chapeau bosselé. 2 autres types ont ramené des cajots de la rue Mouffetard. Un taxi à l'arrêt me cache maintenant le feu et je n'aperçois plus que les crêtes. Le taxi s'en va. Le feu tendrait à s'éteindre. On le laisserait mourir. Passe une voiture de sport. Vroom! Un poivreau à quille de rouge, ancien légionnaire. Il était à Saïda. Il le répète 8 à 10 fois à une table non loin de moi, où 3 consommateurs consomment des consommations. J'étais à Saïda, moi. J'étais à Saïda. Oui, j'étais à Saïda. Un garçon l'invite à circuler, ce qu'il ne fait pas. Au jukebox, musique de western italien, guitare et sifflotis. 4 clients descendant d'une 2 chevaux, dont une fille, elle conduisait, porteuse de chaussettes blanches et 2 barbus. Instant d'accalmie, après le départ du légionnaire aller boire son litron sur le terre-plein. Auparavant, il en avait offert à un jeune homme qui semblait un familier de l'établissement. Pendant un laps, nul véhicule, ou alors le bruit doux d'un taxi diesel. Arrive un car de police qui tourne lentement puis s'arrête. Les flics, dont 2 en civil, qui regagnent leur domicile, dirait-on, puisque je ne les revois plus, descendent. 3 vont sur le terre-plein. Incident à propos du feu. Un flic va chercher un seau d'eau au café, Lézard, dont j'apprends à l'occasion de la bouche du jeune homme familier de la chope, s'adressant aux 3 consommateurs qu'agressait tout à l'heure le légionnaire, qu'il s'agirait d'un centre CDR. Jukebox, musique des jeux interdits. Je me lève pour voir l'heure à l'horloge de la place. 2h30. Il pleuvote, je vais aux chiottes, odeur fétide. Je change de place, toujours à la terrasse, mais dans un coin plus protégé, presque face de la caisse. La pluie devient tout à coup très forte. Je commande un demi, impression d'une plus grande animation. Il fait frais, presque froid. Aux premiers étages, surplombant la boulangerie et la boucherie qui jouxtent le café Lézard, on lit sur une corniche « Maison de la pomme de pin », suivie d'une date. J'ai l'impression d'inventer. On voit la pluie à travers la lumière d'un réverbère de la rue Lacépède. Au bar, l'Irlandais, un tilt clignote. 2h45. Irruption de barbus et de filles en poncho. Il pleut toujours. On empile des chaises à la terrasse. Un veilleur de nuit à mobilette venant de la rue Lacépède vient boire un coup au comptoir. La pluie semble diminuer. Le requin chagrin ferme. L'orchestre, ou en tout cas un guitariste et 4 autres personnes, montent dans une vieille Citroën. 3 heures. De temps en temps, la lumière s'éteint, la fermeture ne tarderait plus. Moi, qui croyais que la chope restait ouverte toute la nuit. Le jour pointe-t-il, la nuit blanchit, c'est un fait, mais encore minuscule. Le veilleur de nuit sort, fait un brin de causette au jeune homme familier de l'établissement. On range de tous les côtés, on balaye.
Les consommateurs s'en vont par grappes. 4. L'air de pauvre étudiant monte dans une Volkswagen bleue et suisse. Un guitariste, déjà vu 5 ou 6 fois le même soir, faisant un tour, ressortant, disant « je vais me coucher », mais restant, etc., gratouille son instrument. J'ai froid. Le jour point. Un immeuble noir carré se détache au coin de la rue Lacépède. Un garçon ferme la cloison de verre accordéon, pliante, par panneau, isolant la terrasse. Un garçon, monsieur, nous fermons, s'il vous plaît. Il est 3h05. Il y a des petits groupes sur le terre-plein. Un gars vient me dire bonjour. Évidemment, je ne sais pas qui c'est. Il me le dit. Il conduisait le camion des Cales venu répéter Gatti le dimanche d'avant au Moulin. Cales. Comité d'action lycéen. Donc la suite et fin de cette longue dérive parisienne, partie de la Contrescarpe, dans un petit moment et dans un Paris où il y avait des filles en poncho, vous l'aurez remarqué. C'est l'instant redouté de tout organisateur parce que nous allons devoir compter sur la technique. Je vais demander à Caroline Cher, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire, avec Sylvia à ses côtés, parce qu'elles ont été toutes deux maîtresses d'œuvre de cette édition numérique de Lieu. Juste aussi pour vous dire un mot sur l'idée de cette édition numérique, évidemment Lieu l'appelle, mais je voulais simplement souligner ce fait que Pérec a plusieurs fois parlé à propos de Lieu et d'autres textes qu'il écrit à la même époque, notamment un texte qui se serait appelé L'âge, de la nécessité des index, dit-il. Et cette nécessité des index, il l'explicitera surtout au moment de la vie mode d'emploi. L'index est, pardon d'être pédant un petit peu, un opérateur d'intertextualité. Autrement dit, c'est un moyen d'avoir ses propres parcours dans l'œuvre. À l'époque, l'informatique n'existait pas. C'est avec les index que Pérec imaginait qu'on pourrait circuler comme on le voulait dans Lieu. Lieu est un texte qui, évidemment, est prédisposé à la combinatoire. Le modèle de Pérec, probablement celui de ses œuvres en mouvement, comme le dit Umberto Eco, c'est les 100 000 milliards de poèmes de Queneau. On a, grâce à l'informatique, désormais, la possibilité de composer 100 000 milliards de lieux. Je vous laisse la parole, Sylvia et Caroline. Caroline va nous faire une démonstration. J'espère que vous avez tous déjà regardé le site et vu le magnifique design du site et aussi explorer les possibilités. Là, on va essayer de vous donner un échantillon de parcours et de possibilités. Ça a été vraiment une création interactive parce qu'on a beaucoup discuté au fur et à mesure que le projet prenait forme et Caroline et son équipe ont rajouté beaucoup de possibilités et au fur et à mesure. C'est vraiment une création de Caroline inspirée par quelques concerts, un plan initial, mais auquel s'est rajouté beaucoup de raffinement. Et vraiment, je pense que c'est unique dans l'histoire. Je n'ai pas vu entre ce que Georges avait créé et les possibilités qu'a rajouté Caroline. Je dirais que c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on a. Voilà. Caroline, à vous pour la démonstration. Juste un petit mot avant, je voulais remercier Sylvia qui finalement ne m'a pas fait de blague, mais un fabuleux cadeau professionnel. Et puis à toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler tout le long de cette réalisation et à mon équipe. Alors je vais vous faire une petite démonstration des possibilités de ce site. Donc là on arrive sur une forme du bicarré qui est finalement ce qu'on a appelé entre nous le bicarré des textes réellement écrits, puisque on a sur tout ce qui était prévu les années de 69 à 75, en ce temps bien sûr l'année 73 et l'année 75 interrompue.
Ça fait référence bien évidemment à ce bicarré là que vous pouvez voir d'ailleurs dans la pièce à côté sous vitrine. Voilà, donc ensuite on peut faire dans ce site on peut faire soit rentrer directement dans un texte en cliquant sur n'importe quelle case en se laissant aller, ou en rentrant par le sommaire, puisque ce site reprend exactement aussi le sommaire du livre papier. Mais on peut aussi créer son propre parcours et choisir soit parmi les lieux ou parmi les mois, les années ou les types de textes. Alors, donc là, peut-être que je vais vous faire une petite démonstration en choisissant par exemple les textes d'été, vilains, et on va rester dans les réels. Donc voilà, tous ces menus-là, tous ces filtres, il suffit de les cocher et vous voyez que le résultat, les cases qui restent allumées, c'est le résultat de votre filtrage. Et ensuite, on peut commencer la visite en prenant le premier ou n'importe lequel. Vous avez du coup deux manières de naviguer. Soit vous avez toujours encore de chaque côté la navigation chronologique, mais là vous venez de faire un parcours, donc vous avez une navigation qui vous est propre à ce niveau-là. Donc là on est dans ce premier texte de notre navigation. Dans chacun des textes, vous trouverez avec l'outil plus les textes introductifs à chacun de ces textes. Donc on peut naviguer, on peut prendre le suivant. Voilà, les textes introductifs sont devant le joli. Nous avons dans ces textes bien sûr aussi des notes de bas de page, donc auxquelles on peut se rendre directement, lire la note, revenir au texte à l'endroit où on venait de s'arrêter. On peut également, quand on parcourt le texte, repérer, celui-ci, repérer des noms de personnes, c'est le suivant. Voilà, par exemple. Vous avez par exemple des nombres de personnes disséminées dans les textes. Et quand on clique dessus, on a la liste de tous les autres textes dans lesquels cette personne peut être citée. Et on peut comme ça voyager. Alors on va se permettre de le faire. On peut par exemple sauter sur un autre texte. Et là on s'aperçoit que on a quitté notre récit, notre parcours initialement programmé, mais on peut toujours y revenir. On a cette possibilité de revenir à notre parcours, on ne l'a pas perdu. Voilà, on a aussi dans certains de ces textes des planches contact, et il y en a certaines qui nous ont permis de vous proposer des agrandissements des vignettes, et qu'on peut donc feuilleter afin de voir un petit peu plus précisément. On a également dans la partie documents des reproductions d'enveloppes qui ont été faites par Georges Perec, décorées. On peut les agrandir, les voir un petit peu plus précisément. Il y en a aussi des versos. On va voir comment c'était fermé.
Et puis dans ce site, on retrouve aussi tous les textes introductifs qui sont dans le livre. Et on a une partie ici qui permet de se connecter, de se créer un compte. Et quand on se crée un compte, dans tous les textes du site, on a un petit picto ici supplémentaire qui viendra s'installer dès qu'on est connecté, qui vous permettra de prendre des notes personnelles au sujet de ce texte, d'accumuler des notes, de les retrouver ensuite, vous pourrez les exporter, les utiliser dans votre travail personnel. Et dans cette partie-là, donc vous pouvez retrouver toutes ces notes, mais aussi la liste de tous les textes que vous aurez parcourus. Une compilation de votre circuit, de votre parcours, dont vous pourrez aussi vous servir. Il y a dans ce site 2 index supplémentaires qui ne sont pas présents dans le livre papier, qui sont les index de noms de lieux, de commerces, de sociétés, de groupes de personnes, de marques et d'institutions. Et là aussi, ça vous permet de parcourir au hasard et de choisir un texte et de voir comment la marque est utilisée. Vous avez ainsi un index des titres d'œuvres, titres de presse, des manifestations culturelles, commerciales et sportives qui fonctionnent de la même manière. Et quand on est dans un texte, et par exemple dans une note de bas de page, si par hasard un autre texte est cité en référence pour expliquer mieux une notion, voilà encore une manière de naviguer, non pas linéairement, mais de sauter d'un texte à l'autre et de se laisser aller à des découvertes qui ne sont pas forcément très linéaires ou pas, voilà, qui ne suivent pas forcément la suite du livre. J'ajoute juste que n'étant pas limité par la place sur un site, on a pu inclure ici une bibliographie extrêmement abondante et proposer aussi les textes tels qu'ils avaient été édités par Georges Perec en revue. Alors pas tous les textes, certaines séries de réels ont été publiées par Perec en revue, un peu réécrites pour l'occasion, et donc vous trouverez dans les documents ce texte qui n'existe pas de Georges Perec, mais comme lieu n'existait pas véritablement, qu'il aurait intitulé « Tentative de description de quelques lieux parisiens ». Ça aurait été la somme des réels publiés par lui en revue et légèrement corrigés. Donc vous les trouverez aussi dans la version numérique. Merci Caroline. On va juste rester sur le site. Tout à l'heure, j'en aurai pour conclure besoin de nouveau. Voilà. 3h10, je sors. Discussion sur le terre-plein, une bagarre, manque éclaté entre un peut-être clochard et le jeune homme. Le patron des arts est à sa caisse, l'Irlandais est fermé, plus exactement les clients qui sont encore à l'intérieur peuvent sortir, mais les éventuels amateurs, moi, ne peuvent plus rentrer. 3 personnes au cabaret balayent et discutent. Le patron des 5 billards est à sa porte et grommelle je ne sais quoi, sans doute en rapport avec le bruit sur le terre-plein. Passe dans un grand bruit un camion portant publicité pour Alcali, saucisse de tortue. Je descends la rue Mouffetard. Le club Félix est ouvert, il fonctionne encore, veux-je dire. S'en échappent quelques bribes de musique. 3 types me précèdent d'assez loin. Après le passage d'une voiture brusque, calme, j'entends un chat qui miaule. Au 64, un bébé qui pleure. Nulle lumière aux 2 fenêtres des Martins. Le contraire m'aurait étonné. Musique filtrant du Mouf Club. 3h15, premier livreur. En bas de la Mouffe, je prends la rue Édouard Quenu. Cet homme si célèbre dont je ne me souvenais pas que la rue fût là. Je la voyais plutôt du côté de la rue Pascal ou près des Gobelins. Je remonte la rue Claude Bernard. Parfois, des secondes entières de silence. Les feux de circulation marchent.
beaucoup de camions. Au coin de la rue Berthollet et de la rue Claude Bernard, une fenêtre allumée. Au croisement de la rue Gay-Lussac et de la rue Tuillier, un chantier jamais vu, presque achevé, l'extension de l'ENS. Ouverture prévue pour la rentrée 69. En rouge immense sur une façade, Vengeon, Gilles Tautin. La nuit se colore très légèrement, il est 3h35. 3h45, place du Luxembourg. Les camions descendent le boulevard Saint-Michel. J'entends, ce doit être la première fois de ma vie que ça m'arrive, le jet d'eau sur la place. J'entre au Wimpy, prends place au bar, commande un jus d'orange et un express. Il y a un peu plus d'une dizaine de personnes. Certains mangent. J'assiste à la confection d'un Wimpy. Voilà. Mais les frites n'ont pas l'air si mauvaises. Vie au ralenti, nul ne se sent pressé. Il y a un gérant, un cuisinier algérien, un ou deux aides, une serveuse vieille. Je ne prends pas de petit déjeuner complet, mais j'y ai pensé. Je descends le boulevard Saint-Michel. Il est 4h20 quand je passe devant la Sorbonne. Je suis restée un peu plus d'une demi-heure au Wimpy. Les réverbères sont éteints. Je mets un certain temps avant de le remarquer. Il passe pas mal de camions. Il fait jour, il fait gris et nuageux. Il fait très froid. Je guette des signes d'ouverture des cafés. Le snack Soufflot était en train de fermer. Le Grand Saint-André a l'air ouvert, éclairé, mais je n'y vais pas. Sur le pont Saint-Michel, le vent chasse les nuages. Cité, 2 flics à mitraillettes devant la préfecture. Pont du Châtelet, théâtre de la ville, ballet danois, bus de nuit. Café, le terminus. Je commande un grand crème et 2 tartines. Le crème est dégueulasse et les tartines minuscules. Les bus partent l'un après l'autre. Sur la banquette, sur la même banquette que moi, mais plus loin, une jeune femme déjà vieille et son tout jeune enfant, 3 à 4 ans. En face de moi, une folle à vin rouge qui dépiote le contenu de son sac, de son portefeuille, pliant et repliant 1000 fois le même papier. Quelque chose comme une feuille d'assurance ou une ordonnance ou un papier de famille. Et compte et recompte sans cesse 5 ou 6 billets de 10 francs. Des habitués au comptoir mangent de la viande froide. Le garçon et la serveuse discutent. 5 heures, je sors. Je prends la rue du Temple, je traverse le Marais. Innombrables boutiques d'artisans, articles de Paris, confection, bouchons, porte-clés, bimbeloterie. Des pigeons. 5h15, il y a plus de monde dans les rues. Mais nul café encore ouvert, j'ai froid. J'arrive à la rue Réaumur. Je me dirige vers la Bastille. Ici s'arrêtent mes notes. Je devais être trop fatigué, j'en avais marre. J'avais froid et sans doute pas envie de continuer. Depuis longtemps, j'avançais l'heure de mon entrée au CHU. 8h, puis 7h30, puis 7. J'ai d'abord suivi le boulevard Beaumarchais. Je comptais parfois jusqu'à 5 ou 6 ou 8 personnes en même temps dans la rue, déjà une impression d'affluence. À une station de métro, des gens attendent l'ouverture des grilles. Pissé dans une pissotière du boulevard. Puis j'ai emprunté une petite rue parallèle au boulevard, mais en contrebas, qui m'a menée à la Bastille. J'ai remarqué avec surprise que le grand café La Tour d'Argent était fermé pour transformation. 1 ou 2 cafés ouverts cette fois, mais les sièges pas encore installés. On ne peut que consommer au bar, du café Perco, pas fameux. Je suis allé presque jusqu'à l'autre rue Rollin. J'ai acheté le canard enchaîné à un kiosque venant d'ouvrir, puis je me suis installé dans un petit café où j'ai commandé un quart Vichy qui m'a fait le plus grand bien, et un crème bien noir.
Vers 6h15, je suis allée place d'Aligre. Les maraîchers préparaient leurs étals, les fripiers épiciers installaient leurs tréteaux mais ne déballaient pas encore leurs marchandises. J'ai fait 2 fois le tour de la place et puis je suis rentrée dans les halles et puis je suis ressortie. 6h45, je suis rentré au CHU par la porte de l'hôpital. Tel est l'inqualifiablement incomplet résumé de 13h15 de ce qu'il est convenu d'appeler mon existence, qu'exceptionnellement en contradiction avec la règle de ce livre, je m'en vas illico montrer à Suzon. Bon, voilà, nous avons offert, grâce à la lecture de Dominique et Serpentine, 13 heures de la vie de Georges Perec, aussi précisément noté que possible, cette longue dérive parisienne. Philippe Lejeune disait que Lieu est un avant-texte sans texte. C'est un texte problématique. Tout notre travail, finalement, a été de faire advenir un livre, toute proportion gardée, je dirais, et toute modestie mise à part, que nous nous sommes un peu retrouvés dans le cas des premiers éditeurs des Pensées de Pascal ou des Poésies de Rimbaud, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui, ou ce qui sont aujourd'hui des chefs-d'œuvre de la littérature française, mais qui ne sont pas des livres au départ. Lieu va vivre désormais sa vie de livre, et si j'en crois les chiffres proposés par Maurice Solender tout à l'heure dans le texte qu'a lu Claude Bourgelin, c'est assez bien parti. Les lecteurs, effectivement, la réception des lecteurs, la réception de la presse, mais à plus longue échéance, je dirais, la réception universitaire, de la recherche, sont déjà en route. Le géographe Michel Lusseau a consacré un brillant article à Lieu, à la publication de Lieu. Et Lusseau est un géographe et il a approché Lieu en termes de géographie. Parmi les lecteurs, et c'est ce que nous espérions tous, c'est ce que j'espérais tout particulièrement, certains nous écrivent pour nous aider à compléter les notes, à corriger les notes. Je voudrais remercier ici Hervé Garot qui m'a signalé que contrairement à ce que pensait Georges Perec et à ce que je pensais moi-même, les chaussures Weston ne sont absolument pas des chaussures anglaises, mais des chaussures, tout ce qu'il y a de plus français. Merci à son ami d'enfance Jean Smith, dont il est question dans Lieu de s'être manifesté. Merci à Jacques Dur et à Henri Gauthier, qui est lui aussi un personnage important de Lieu. Henri Gauthier était un médecin qui travaillait au laboratoire de neurophysiologie du CHU Saint-Antoine. Perec lui-même a longuement travaillé, c'était aussi un des amis de Perec, et qui m'ont permis d'identifier une personne restée inidentifiée dans mes notes, la mystérieuse Migdalia, que Perec écrit avec un Y, sans doute pour la rendre plus mystérieuse encore, Migdalia, la Migale. En fait, non, Perec, ça s'écrit avec un I, tout simplement. Il s'agit de Migdalia Castillo de Tascone, c'est peut-être encore plus romanesque qu'avec un grec, qui était tout simplement médecin au CHU Saint-Antoine, d'origine vénézuélienne, et que Perec avait connu là-bas à la fin des années 60 et au début des années 70. Je signale à l'assistance que je ne sais toujours pas qui est Agnès Carpe et que ça m'irrite profondément. Donc si quelqu'un le sait ou arrive à le savoir quelques jours. Agnès Carpe a été l'amie un temps de Roger Clément. Elle était dans le milieu du cinéma, Pierre. Ah ça, c'est possible, je ne sais pas. Et ça, pour moi, c'est un nom associé à Roger Clément. Voilà une piste. Avec des relations assez houleuses. Bon, j'ai bien fait de poser la question ce soir, et tout à l'heure encore, Dominique de Ribbentrop m'a éclairé sur quelque chose que j'ignorais. Pour certains textes de Lieu, Perec a utilisé un papier avec une sorte de graphisme. Voilà, j'aurais dû poser la question, parce que Marcel aussi, tu le savais. Bon, je vais bien sûr corriger. Quel papier ? Alors, un papier avec une en-tête orange et des graphismes qui sont faits manifestement. Que le Lyonnais avait fait fabriquer à partir de la projection des mots Oulipo.
ça donnait ça. Et vous avez appelé ça le scribe qui parle. Le scribe qui parle. Oui, on pourrait le montrer effectivement. C'est quand même difficile à trouver, c'est sur la première édition de la littérature potentielle porte ce papier en couverture. Bon, merci Marcel de souligner l'insuffisance de notre Oui. Il y a, dans la liste des invités, il y a un Alexandre dont on dit qu'il est inconnu, c'est Alexandre Bilous, qui est un ami de Marie-Noël Thibault. Alors, envoie-moi vite un message. Dieu merci. Voilà. Caroline va pouvoir modifier, compléter, transformer les notes. Et franchement, si ce travail pouvait devenir aussi un peu un travail collectif, c'est tout à fait ce que nous souhaitions. Je voudrais vous signaler donc la vie effectivement universitaire de lieu est d'ores et déjà prometteuse. Annelies Schultz-Nordholt, qui est une chercheuse péréquienne néerlandaise, publiera probablement à la rentrée de septembre un essai aux éditions Brill de Leyde aux Pays-Bas, mais c'est un essai qui paraîtra en français, intitulé Georges Perec et ses lieux de mémoire, le projet de lieu. Et Annelies a également en projet l'an prochain d'organiser à l'université de Leyde où elle travaille un colloque spécialement consacré à lieu. Alors, je voudrais terminer avec une petite surprise pour vous, qui a d'abord été une surprise pour moi. Si Caroline veut juste m'aider à sélectionner dans le bicarré latin, vous aurez noté qu'on n'est pas entré volontairement dans les questions techniques, dans les questions de choix éditoriaux, de partis pris éditoriaux. Autrement dit, c'est pour ça que j'ai peu parlé, vous l'aurez compris. Nous ne sommes pas entrés dans ces questions-là. Je ne m'explique pas ce qu'est un bicarré latin. Si vous avez quelques questions, je répondrai volontiers, mais tout à l'heure. Est-ce que, Caroline, vous pourriez sélectionner les souvenirs de Contrescarpe et nous montrer la totalité du bicarré latin? Il devrait être plus net. On a. Et oui, il faudrait que ce soit sur la totalité du bicarré latin. C'est-à-dire pas seulement celui qui va jusqu'à 75, mais celui qui va jusqu'à 81. Bon. Pourtant je l'ai fait avec. Je l'ai manipulé à partir de ce que vous nous aviez envoyé. Lorsque Caroline nous a envoyé, en plusieurs étapes d'ailleurs, son travail, puisqu'on réagissait à chacune des étapes et on discutait effectivement de différentes choses. Lorsqu'elle nous a envoyé le moment où l'on pouvait choisir son parcours, je vous assure que complètement au hasard, la première chose que j'ai essayé, ce sont les souvenirs de Contrescarpe. Et là, qu'est-ce que j'ai vu s'afficher? Les Péréquiens endurcis que vous êtes déjà ou que vous allez bientôt devenir me suivront aisément et m'auront tout de suite compris une magnifique, voilà, excusez le jargon, diagonale sénestro-descendante. Alors, autrement dit, la structure mathématique a, vous voyez, je traduis en termes un peu plus laïques, a dessiné une diagonale qui, partant du coin droit en haut, va jusqu'au coin, si on avait la totalité, jusqu'en 81, on s'en rendrait compte, elle va très régulièrement jusqu'au coin inférieur gauche. Voilà pourquoi elle est sénestro-descendante. Or, cette diagonale a une importance capitale, vous le savez ou vous ne le savez pas, dans la vie mode d'emploi. Au milieu de la vie mode d'emploi, dans le chapitre 51, il y a un texte qu'on a coutume d'intituler le compendium de la vie mode d'emploi, qui est une sorte de résumé du livre. C'est un texte poétique dont Perec avait dit qu'il était régi par deux contraintes. Dans un entretien avec Jean-Marie Le Silaner, il avait expliqué la première contrainte. Chaque vers est constitué de 60 signes espaces, mais il n'avait jamais révélé la seconde. C'est un étudiant de Bernard Manier, Dominique Bertelli, qui avait découvert, il était alors en licence, il suivait le cours de Bernard Manier sur la vie mode d'emploi, et un jour, dit-il, ce fut comme une apparition. Il a vu apparaître cette diagonale sénestro-descendante qui, dans la première strophe du compendium, est un A, dans la deuxième est un N, dans la troisième est un E, encryptant au centre de la vie mode d'emploi le mot âme.
Alors, je vais faire une hypothèse. Cette diagonale sénestro-descendante, c'est pas Pérec qui a trafiqué le bicarré latin pour la faire apparaître, puisqu'elle est, vous verrez dans la vitrine en sortant, nous avons exposé un certain nombre de documents, dont le bicarré latin, complet, vous pourrez aller vérifier que la contrescarpe va bien jusqu'en bas, mais il y a aussi l'original de la lettre que Indra Chakravarti avait envoyée à Georges Perec en mai 1969, dans laquelle il lui fournit les deux bicarrés latins mutuellement orthogonaux qui vont lui servir pour construire sa contrainte, pour apparier exhaustivement et sans répétition les 12 lieux dans les deux variantes, réelles et souvenirs. Je ne suis pas sûr en disant ça que j'ai expliqué ce qu'était un bicarré latin, mais lorsque on regarde évidemment les bicarrés latins fournis par le mathématicien américain, on voit qu'effectivement le 12 qui représente pour les souvenirs Contrescarpe suit effectivement une diagonale sénestro-descendante parfaite. Pérec a noté sur le bicarré latin qu'il a constitué avec des petites flèches bleues, si vous regardez de près dans la vitrine, vous verrez avec des petites flèches bleues les conjonctions remarquables. Par exemple, un mois, il avait Vilain-Assomption, et le mois suivant, Assomption-Vilain, il a noté par des croix, par des petites flèches bijectives, ces relations exceptionnelles. Il n'a pas noté celle de la diagonale sénestro-descendante. Je pense néanmoins, je n'ai aucune preuve, qu'il l'a découverte assez rapidement ensuite, et qu'on a peut-être là, effectivement, la genèse des diagonales sénestro-descendantes de la vie mode d'emploi, dont il avait demandé à Bernard Magnier de ne parler à personne. C'est quelque chose qui, véritablement, était encrypté, secret, manifestement très profondément enfoui au cœur de la vie mode d'emploi. Bon, ici s'achève notre soirée. On a un petit pot ensuite. Si vous voulez rester avec nous, ce sera très volontiers. Je voulais juste vous dire, avant de nous quitter tout à fait, que l'association Georges Perec s'est lancée dans un projet extrêmement ambitieux consistant à enregistrer des archives audiovisuelles, des témoins de la vie, de l'œuvre et de Georges, de la vie et de l'œuvre de Georges Perec. Nous en avons réalisé 4. J'annonce à Pierre Getzler, qui était le prochain sur notre liste d'ailleurs, mais je t'en parlerai, Pierre, plus précisément et prochainement. Nous réalisons ces archives péréquiennes, audiovisuelles, d'abord avec nos propres moyens, mais nos propres moyens n'y suffiront pas. Donc nous allons prochainement lancer une opération de financement participatif pour nous permettre d'aller plus loin dans la réalisation de ces archives audiovisuelles, et vous recevrez bientôt des courriers de notre part, mais nous comptons sur votre support et sur votre soutien pour mener à bien ce nouveau projet. Voilà, merci beaucoup d'être venus.